secours sur les médicaments de la sphère cardiaque. Après les antihypertenseurs et les médicaments de l'insuffisance cardiaque, nous allons voir d'autres familles de médicaments, notamment les anti-angoreux. L'angor, également appelée angine de poitrine, est une manifestation clinique de l'ischémie coronarienne. Elle survient lors d'une augmentation des besoins en oxygène, à l'effort par exemple, ou d'une diminution des apports. Cette diminution des apports peut être liée à une atteinte athéromateuse. On distingue deux formes d'angor, l'angor stable, qui est une répétition de douleur qui apparaît surtout à l'effort et qui cède à la trinitrine, et l'angor instable, d'apparition brutale, avec des crises plus longues et qui cède moins facilement à la trinitrine. Le risque de cet angor instable est l'infarctus du myocarde. Le but du traitement va être de restaurer l'adéquation entre les apports et les besoins en oxygène. Différentes familles de médicaments, beaucoup d'entre eux dont nous avons déjà parlé, sont donc utilisés à cette fin. La diminution de la précharge va diminuer les besoins en oxygène. Les dérivés nitrés agissent à ce niveau-là. Les bêta-bloquants et les inhibiteurs calciques diminuent la contractilité cardiaque et la fréquence cardiaque. L'ivabradine est un autre médicament anti-angoreux bradycardisant. L'augmentation des apports en O2 va également permettre de restaurer cette balance entre les apports et les besoins. Des vasodilatateurs coronariens, comme les dérivés nitrés, permettent d'augmenter les apports en oxygène, ou alors des techniques chirurgicales, comme le pontage ou l'angioplastie. Enfin, la prise en charge consiste également à limiter le risque athéromateux avec notamment des antiagrégants comme l'aspirine ou le clopidogrel, dont nous avons déjà parlé, ou avec des hypolipémiants comme les statines. D'autres médicaments, censés améliorer le rendement énergétique comme la triméthazidine, ont une efficacité beaucoup plus modeste et son mécanisme d'action demeure mal connu aujourd'hui. Le traitement de la crise d'angor consiste d'une part à arrêter l'effort, deuxièmement à administrer des dérivés nitrés par voie sublinguale qui permettent une action très rapide. Ce sont surtout des comprimés sublinguaux ou des sprays. Parmi les médicaments disponibles, citons trinitrine ou natispray. Le traitement de fond repose sur une association entre un bêta-bloquant ou, en deuxième intention, en cas de contre-indication au bêta-bloquant, un inhibiteur calcique, notamment verapamil ou diltiazem, avec de l'aspirine ou du clopidogrel et une statine. On peut également y ajouter un dérivé nitré si les symptômes persistent. Il faut également informer le patient des règles hygiéno-diététiques à respecter. Enfin, la coronarographie permet d'apprécier l'étendue de l'atteinte et permettra d'envisager dans certains cas une revascularisation par angioplastie. Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises des bêta-bloquants qui sont également utilisés dans l'angor. L'objectif est de diminuer la fréquence cardiaque et la pression à l'effort. La cible visée de la fréquence de repos est de 55 à 60 battements par minute. Ils sont utilisés en cas d'angor d'effort, qu'il y ait eu ou non antécédent d'infarctus du myocarde. Il ne faut pas interrompre brutalement le traitement à cause de l'effet rebond, et je vous rappelle que les bêta-bloquants sont contre-indiqués en cas d'asthme sévère, de bloc auriculo-ventriculaire non appareillé ou de syndrome de Raynaud sévère. Les inhibiteurs calciques ont également été abordés dans le cours sur les antihypertenseurs. Les médicaments utilisés sont le verapamil et le diltiazem, qui sont des médicaments bradycardisants, ainsi que les dihydropyridines à durée d'action longue, notamment l'amlodipine ou les formes à libération prolongée de nifedipine. Ces dihydropyridines diminuent les résistances périphériques totales. Ces médicaments sont indiqués en cas d'angor d'effort en alternative aux bêta-bloquants. Notons que le verapamil et le diltiazem ne doivent pas être associés aux bêta-bloquants car ils potentialisent les effets inotropes négatifs en diminuant donc la contractilité du myocarde. Voyons plus en détail les dérivés nitrés, dont nous avons très rapidement parlé lors du cours sur l'insuffisance cardiaque. Les dérivés nitrés agissent en diminuant la consommation d'oxygène et en augmentant les apports. C'est lié à leur effet vasodilatateur périphérique veineux. On aura donc une diminution des résistances périphériques totales,
et à leur effet vasodilatateur coronarien, ce qui va donc augmenter les apports. Leur rapidité d'action dépend étroitement de la galénique. Les formes rapides sont les voies sublinguales et injectables. Les formes lentes et prolongées sont les voies orales et transdermiques. Les différentes spécialités de dérivés nitrés, ainsi que leur délai d'action, sont résumées dans ce tableau. Il existe 3 molécules utilisées aujourd'hui, la trinitrine, la plus ancienne, et 2 dérivés, l'isosorbide mononitrate et l'isosorbide dinitrate. Notons que la trinitrine est essentiellement utilisée par voie sublinguale pour le traitement aigu de la crise d'Angor ou par voie transdermique sous forme de patch pour le traitement chronique. Les formes injectables sont réservées à certaines indications de l'urgence. Le traitement de la crise repose effectivement sur la voie sublinguale. Cette voie sublinguale permet un effet rapide car le médicament va passer directement dans la circulation sanguine sans passer avant par le foie. Le traitement de fond repose lui sur des formes orales retard ou sur les patchs, les dispositifs transdermiques. Des associations sont possibles avec d'autres traitements. Attention dans ce cas-là aux hypotensions. La voie injectable est plutôt réservée à l'angor d'effort instable, notamment en cas de dysfonction ventriculaire gauche. Les effets indésirables des dérivés nitrés sont notamment liés à leur effet vasodilatateur. Il s'agit des céphalées, des bouffées vasomotrices ou flush, des vertiges et du risque d'hypotension orthostatique. Attention aux interactions médicamenteuses en cas d'association avec d'autres médicaments vasodilatateurs. La méthémoglobinémie, qui se manifestera par une cyanose, est un autre effet indésirable des nitrés à forte dose. Notons également qu'il y a un risque de syndrome de sevrage en cas d'arrêt brutal du traitement. Enfin, il est important de respecter une fenêtre à cause du risque d'échappement thérapeutique. Cet échappement thérapeutique est une atténuation de l'effet si les nitrés sont administrés en continu. Il faut donc respecter un délai de plusieurs heures en retirant par exemple le patch la nuit. Parmi les interactions médicamenteuses, citons l'association contre-indiquée avec le sildenafil, commercialisé sous le nom de Viagra, qui est effectivement un vasodilatateur puissant qui expose à un risque majoré d'hypotension. Il est recommandé d'administrer les formes sublinguales en position assise. Les comprimés devront être croqués et mastiqués longtemps, où il faut les laisser fondre sous la langue. Ceci afin d'optimiser le passage par la voie sublinguale. Le spray devra être administré sous la langue, son délai d'action est d'environ une dizaine de minutes. Au niveau du suivi, il faut vérifier la posologie, la fréquence, les effets indésirables des prises et voir si la crise a été soulagée ou non avec la forme sublinguale. Les médicaments à action prolongée sont à avaler pour les formes orales ou pour les patchs, il faudra penser à retirer le dispositif au moins 8 heures par jour et de changer le site d'application. En résumé, les dérivés nitrés sont essentiellement utilisés dans l'angor. Il faut faire attention au risque d'hypotension orthostatique. Il existe 4 formes galéniques qui seront adaptées à leur indication, traitement de la crise ou traitement chronique. Il faut respecter une fenêtre thérapeutique pour les formes à action prolongée, notamment les patchs que l'on retirera la nuit. La surveillance est essentiellement clinique, notamment lors d'une administration par voie IV, où les effets indésirables seront plus marqués. Il existe d'autres anti-angoreux, comme la molsidomine, Corvasal, qui a un profil proche de celui des dérivés nitrés. C'est un médicament qui est relativement bien toléré et qui s'administre en 3 à 4 prises par jour. Le nicorandil, commercialisé sous le nom d'Adancor ou Icorel, est également un médicament proche des dérivés nitrés, mais qui lui ne présente pas de risque d'échappement thérapeutique. Il est bien toléré à condition d'augmenter progressivement la posologie, ce qui réduit l'incidence des céphalées. Il s'administre en 2 prises par jour. Voyons maintenant les analeptiques cardiaques, également appelés cardiotoniques ou agents inotropes. Nous allons passer très rapidement sur cette famille de médicaments, réservés à un usage très spécialisé. Il s'agit de l'adrénaline,
de la dopamine ou dobutamine et des inhibiteurs des phosphodiesterase. Ce sont des médicaments utilisés dans des situations d'urgence, en état de choc ou de bas débit cardiaque. Ils sont utilisés par des unités spécialisées, notamment de réanimation. Ils ont un effet inotrope positif par stimulation des récepteurs bêta-1 cardiaques. Ils vont avoir des effets sur la fréquence cardiaque, la conduction et la tension artérielle qui seront variables. Ces médicaments doivent être utilisés sous surveillance permanente de la pression, du rythme, de la diurèse. Attention également à la vitesse de perfusion lors d'une administration au pouce-seringue électrique. Effectivement, les prescriptions sont souvent faites en gamma dans le langage courant, ce qui correspond à des microgrammes par kilo par minute. Il faut également vérifier régulièrement les chariots d'urgence dans lesquels doivent figurer ces médicaments. Enfin, nous allons terminer cette partie sur la pharmacologie cardiovasculaire avec les antiarythmiques. Voici une liste de quelques antiarythmiques utilisés. Je ne vais pas reprendre toute cette liste, mais vous citer uniquement les plus courants comme le flécaïnide, flécaïne, ou l'amiodarone, cordarone, avec un de ses dérivés récemment mis sur le marché, la dronédarone ou Multac. On utilise également couramment le verapamil, diltiazem et bépridil, qui sont des inhibiteurs calciques, le sotalol, un bêta-bloquant, Sotalex, et les digitaliques dont nous avons déjà parlé. En résumé, je vous rappelle que la digoxine est le seul digitalique utilisé. C'est un médicament à marge thérapeutique étroite. On surveille la fonction rénale, la kaliémie, les taux plasmatiques de digoxine, et il faut connaître les symptômes du surdosage en digoxine, comme les vomissements, les dyschromatopsies ou les autres troubles neurologiques, et, plus grave, les troubles du rythme. Il faut faire attention à la kaliémie lors d'un traitement antiarythmique. Effectivement, les dyskaliémies majorent les troubles du rythme. Il faut faire également attention aux associations médicamenteuses. Les antiarythmiques entre eux, ou avec d'autres médicaments qui modifient la conduction cardiaque, peuvent majorer le risque d'arythmie. Enfin, attention aux effets indésirables de ces médicaments, comme les bradycardies, les hypotensions ou les troubles du rythme. Effectivement, ça peut paraître paradoxal, mais les antiarythmiques peuvent entraîner d'autres troubles du rythme. Au niveau des soins infirmiers, il faudra donc surveiller le pouls, le CG, la pression artérielle, la digoxinémie en cas de traitement par digoxine. Notons les réactions d'hypersensibilité avec la quinidine et les effets indésirables de l'amiodarone qui est un médicament très utilisé. Ces effets indésirables concernent notamment des dépôts cornéens qui sont réversibles à l'arrêt du traitement. Un effet très classique également de l'amiodarone sont les troubles thyroïdiens. On effectue pour cela un dosage de la TSH et si besoin des hormones thyroïdiennes T3 et T4. Des pneumopathies sous amiodarone sont également relativement fréquentes. Enfin, l'amiodarone est photosensibilisante. Il faudra donc éviter une trop forte exposition au soleil.